ce qui avait occasionné des rébellions puisse faire un pas de côté. Pour que le Congo de demain, pour que le peuple congolais puisse retrouver sa dignité humaine. Alors, à quoi sert d'aller dans un dialogue au moment où il y a déjà précédemment un autre forum qui avait traité la même matière et aujourd'hui, on n'a pas de réponse à cela. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Aujourd'hui avec nous, nous sommes avec M. Dieudonné Bovens Dieudonné, nous sommes avec lui, homme politique, vice-président national du parti de l'unique parti de M. Georges Aloula. Et nous sommes avec lui, nous allons développer politique. Bonjour M. Dieudonné. Bonjour Pasteur Bobo, bonjour. On vous suit partout à travers le monde. Je vous ai présenté, si on vous demande à vous-même de le faire, comment allez-vous le faire? Je suis M. Dieudonné Bovès. Ma formation, je suis politologue, donc licencié en sciences politiques de l'ULB. Et j'ai parfait ma formation en spécialisation en commerce extérieur. Et je suis aussi diplômé de 3e cycle en coopération au développement à l'ULB. Ça tombe bien, un politologue, nous sommes avec vous ici. Actualité, République démocratique du Congo oblige, les gens se posent des questions. On voit Eden Kodjo débarquer à Kinshasa, rencontrer l'opposition. Mais d'abord, je vais vous poser la question, votre parti, l'unique, vous êtes de la majorité ou de l'opposition? L'unique a toujours été de l'opposition et nous le demeurons. Et aujourd'hui, face à la situation actuelle de la nomination de M. Etienne Eden Kodjo comme facilitateur par l'Union africaine, je pense que ce dialogue qui va s'installer bientôt, nous l'avons toujours dénoncé. Et parce que nous estimons qu'il est inopportun. Voilà notre position. Nous n'adhérons pas à ce schéma. Même si Kodjo vous invite, vous n'allez pas rencontrer Kodjo? Je ne vois pas l'importance de rencontrer Eden Kodjo au moment où notre parti, notre organisation n'adhère pas à ce schéma de dialogue. Pasteur Bobo, vous êtes un journaliste et je sais que vous avez fait beaucoup d'investigations sur le terrain et vous savez très bien qu'avant ces dialogues, il y avait des concertations nationales. Et avec les concertations nationales, il y a eu des résolutions qui sont sorties dont seulement 25% de ces résolutions sont appliquées. Alors, à quoi sert d'aller dans un dialogue au moment où il y a déjà précédemment un autre forum qui avait traité la même matière et aujourd'hui, on n'a pas de réponse à cela. Vous réfutez Kodjo, mais à la place, vous proposez quoi? Ça, c'est les questions que les gens se posent. Vous proposez quoi, vous, de l'opposition? Oui, je sais que les gens se posent des questions quant à l'alternative à ces dialogues. Nous estimons que, à l'heure actuelle, le pays n'a pas besoin de ces dialogues.
Et comme Kabila a failli à sa mission d'organiser les élections, je ne vois pas pourquoi il doit rester au pouvoir. Je ne vois pas pourquoi il doit continuer à assumer la présidence de la République. Je ne vois pas l'importance de sa présence en ce moment ici. Alors, nous autres, nous prenons, si d'ici novembre 2016, il n'y a pas de changement, nous adhérons effectivement au soulèvement populaire comme moyen d'éradiquer ce système dictatorial qui a animalisé tout un peuple. Voilà, notre solution, c'est d'abord de voir si Eden Kodjo, comme il cherche à trouver des solutions là où il n'y en a pas, on sait très bien qu'il arriverait dans l'impasse, mais nous attendons, nous travaillons en communion avec le peuple pour que nous puissions chasser ces dictateurs, parce que vous savez très bien, une dictature, c'est une maladie qui ne peut se guérir que par la pression populaire. Voilà, je crois que c'est ça la solution. On le suit partout à travers le monde. Le sujet est tellement très important que bon, on a préféré être ici pour en parler. On le suit vraiment. On change de place, mais nous sommes toujours avec M. Dieudonné Bonvessé, qui est vice-président national de l'unique parti de l'opposition. Vous êtes de l'opposition. Vous dites que pour vous, vous attendez jusque fin 2016 pour prendre l'option soulèvement populaire. Mais vos partenaires de l'opposition, d'autres, préconisent il faut directement aller aux élections. Et le plus grand parti, bon, je ne sais pas si je pourrais l'appeler le plus grand parti 2011, eux, c'est le dialogue. Merci pour cette question pertinente, monsieur le journaliste, pasteur Bobo. Donc nous, on n'est pas pressés. Hein. Vous savez, lorsqu'on a en face une dictature aussi sanglante, un régime aussi tyrannique, il faut bien préparer le peuple. Et c'est le travail, c'est le processus. Et c'est un processus que nous sommes en train de le faire depuis un certain temps. Et je crois qu'aujourd'hui, le peuple est déterminé de découdre avec ces régimes. Et je conçois très mal les agitations actuelles où on veut être candidat président de la République dans un système où on ne sait même pas s'il y aura des élections. Et c'est une aberration. Donc, il est tout à fait clair que je lance un appel aux Congolais, à tous les Congolais, d'être lucides. D'être lucides parce que l'obstacle n'a pas encore dit son dernier mot. L'obstacle est toujours là. Et nous devons faire attention parce que si nous perdons la lucidité, des conséquences pourront être très graves. Et face à la militarisation, et tout le monde le sait, que Kabila, son système, il est en train de se militariser à l'outrance. Il y a des chars aujourd'hui partout, à Lubumbashi. Ce n'est pas la bonne manière de faire un dialogue avec des coups de canon. C'est impossible. Et nous n'adhérons pas à ces chemins. Nous voulons que le peuple se soulève. Vous savez, le soulèvement, c'est un droit inaliénable d'un peuple opprimé. Ce n'est pas par le marchandage qu'on pourrait arriver à la libération. Et le vrai leader, ceux qui sont porteurs de l'aspiration du peuple, doivent accompagner le peuple vers sa libération. C'est ça ce que nous recommandons à d'autres leaders politiques. La majorité de l'opposition boycotte le dialogue, refuse le dialogue. Il n'y a qu'Étienne Tshisekedi seul qui fait avancer ses pions. Mais prudemment, selon vous, Tshisekedi doit reculer. Moi, je suis un homme qui aime bien la liberté d'expression et
je crois que la liberté de pensée et d'orientation de chaque organisation politique. Je n'ai pas de leçons à donner au président de l'UDPS, mais je vais tout simplement dire une chose. Il peut être de bonne foi, mais l'interlocuteur qui est en face, sa psychologie du pouvoir, c'est de se maintenir. Et Kabila, pourquoi on arrive à un dialogue aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de temps qui se sont écoulés. On a fait des élections en 2006, on a fait des élections en 2011. Mais à chaque fois, il y a eu des transgressions constitutionnelles. La première fois, c'est d'abord pas de débat télévisé au deuxième tour avec Jean-Pierre Bemba. La deuxième fois, en 2011, la deuxième fois, il n'y a pas de deuxième tour aux élections. Donc, tout doit se faire en fonction d'un individu. Et j'ai oublié encore une chose. On a dit rabattre l'âge d'aspirer à la magistrature suprême parce que la présence de Kabila, en ces moments-là, ses partisans voulaient absolument qu'il soit candidat à président de la République. Donc, on est en train de construire quelque chose tout autour d'une personne. Et c'est de la dictature que nous avons au nid pendant la Deuxième République. Et nous ne voulons pas, on ne remplace pas un régime pour faire pire que c'est le précédent. On remplace un régime pour améliorer la situation. Et ce qui n'est pas le cas avec Kabila. Moi, je ne crois pas à ces dialogues. Et ceux qui veulent y aller, libres à leur choix, mais avec le peuple, nous allons arriver à éradiquer ce système. Voilà ce que je peux dire. Et je crois que ce système barbare est arrivé à la fin de sa vie. Et il serait utopique que Kabila puisse croire qu'avec les armes qu'il est en train d'acheter, qu'il restera au pouvoir. Là, il doit oublier ce scénario. C'est un scénario utopique et grotesque en même temps. Et je crois que le moment est venu et nous, avec le peuple congolais, nous allons lui barrer la route. Il n'y aura pas une seconde dictature dans ce pays. On nous suit, parlons un peu du G7 et Moïse Katumbi. Aussitôt débarqué dans l'opposition, aussitôt il propose Moïse Katumbi comme leur candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes de l'opposition depuis longtemps. Quand vous voyez ces choses, votre observation, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? J'ai très bien suivi le G7. Vous savez, le G7, c'est un groupe de gens. Ce sont des personnages politiques qui font partie de la majorité présidentielle depuis 2006. Et ils ont travaillé presque pendant 10 ans ensemble. Et à quelques mois des élections hypothétiques d'ailleurs, ils s'improvisent opposants. Et je crois qu'il faut revenir au premier discours de G7. Le G7 avait dit ceci: nous ne sommes ni de l'opposition, ni du pouvoir. Cela veut dire ce que ça veut dire, mais d'une manière caricaturale, nous pouvons dire que ce sont des gens qui sont comptables du bilan de Kabila. Parce qu'à 6 mois des élections, vous ne pouvez pas partir comme ça, tout en réquisant tout ce que vous avez entrepris pendant un certain temps avec votre créateur. Je ne pense pas que la bonne solution pour les élections de demain, ça serait que de
coéquipiers de Kabila puissent prendre le pouvoir dans ces pays. Moïse Katumbi, les autres, Olivier Kamitatu, le Mwando Simba et les autres, ils font partie de la même équipe que Kabila. Mais le problème, comme elle avait dit Moïse Katumbi, c'est le troisième penalty. Mais le troisième penalty, on ne veut pas que Kabila le botte. Mais qui va le botter? Toujours un joueur de la même équipe que Kabila. Son coéquipier qui va botter le troisième penalty. Ça change quoi? Ce n'est pas ça ce que veut le peuple. Le peuple veut l'éradication totale et définitive de ces systèmes mafieux érigés en mode de fonctionnement. C'est ça ce que le peuple veut. Alors, tout ce qui se passe maintenant, ce sont des décors, on observe, mais à un moment donné, le peuple sortira de son carcan pour corriger tout ce qu'il faut corriger. On va y revenir. Nous rappelons que nous sommes avec M. Dieudonné, qui est vice-président national de l'UNIC. Nous sommes avec vous, on vous suit. Pendant que Kodjo consulte l'opposition et la majorité, aussi la société civile, mais on voit un groupe de députés de la majorité présidentielle et ils veulent modifier et ils initient une pétition pour faire modifier la constitution pour que Kabila puisse rester au pouvoir au-delà de 2016. Quand vous voyez cela, la classe politique congolaise, votre réaction, M. Dieudonné? Mais, comme je l'avais dit, c'est toujours dans le cheminement du dialogue. Tout ça, ce sont des pressions supplémentaires. Vous savez, à un moment donné, ils ont parlé de pétition. À un autre moment, il y a eu la bataille sur les articles, la bataille d'interprétation sur les articles 220 de la Constitution et 70. Et cette bataille continue. Tout ça, in fine, c'est quoi ce qu'ils cherchaient comme résultat? C'est le déverrouillage. Il faut déverrouiller l'article 220. Déverrouiller l'article 220 pour que Kabila puisse rester au pouvoir. C'est ça, toutes ces manœuvres-là. Moi, je dis tout simplement à tous ceux qui nous suivent pour le moment, toutes ces manœuvres-là ne passeront pas. Parce que nous autres, nous ne sommes pas prêts à nous laisser berner encore une fois par ces gens-là. Vous donnez confiance à la classe politique congolaise. Ça ne passera pas. Comment ça ne passera pas? Eux, ils ont initié comment les stopper. Ça ne passera pas comment? Vous savez, le seul détenteur du pouvoir, c'est le peuple. On peut beau faire des choses, on peut avoir de l'argent, acheter la conscience des gens. Mais ce peuple-là qui est déterminé à découdre avec ce système qui renforce son arsenal militaire pour mater la population, et avec son groupe qui essaye par de manœuvres dilatoires pour chercher des astuces juridiques ou constitutionnelles pour maintenir Kabila au pouvoir, moi je vais tout simplement dire que ça ne passera pas. Je considère ça comme, vous savez, ce qu'on appelle la plongée marine. On sait qu'on sait la plongée marine, plus la profondeur, plus il y a de la profondeur, grande sera la sensation d'euphorie. Plus vous descendez encore, plus il y aura encore plus d'euphorie, des sensations euphoriques. Mais fatalement, si vous continuez encore à descendre, vous allez perdre la connaissance. Et quand vous perdez la connaissance, vous allez vous noyer et vous retrouver au fond de la mer.
exactement, c'est ce qui se passe avec ces pouvoirs. Ils essayent par des astuces. Ils n'ont pas réussi en matière de la règle juridique, mais ils cherchent des astuces pour essayer de maintenir Kabila par la force. Mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Moi, je dis tout simplement, ils essayent de gagner du temps. Mais je crois que les événements du 19 au 21 janvier doivent les interpeller. Parce que aujourd'hui, il y a 425 morts enfouis dans la fosse commune de Maluku qui crient tous les jours. Et je pense que cette fois-ci, Kabila, même un vampire, il a besoin du sang. Mais il se fatigue. Dès qu'il a sucé le sang d'une personne, il va se fatiguer. Mais de surcroît, avec 70 millions de Congolais, je pense que Kabila ne serait pas, même dans sa boulimie insatiable et vomitive, il ne sera pas capable de sucer le sang de 70 millions de Congolais. Nous sommes avec vous, M. Dieudonné Bovessé. Au Congo, c'est comme si on a déjà touché les fonds de la mer. On a déjà touché, mais une question, ça bouge dans toutes les capitales du monde, l'affaire Panama Papers. Mais au Congo, c'est comme si rien ne s'est passé. Des millions cachés quelque part pendant que les peuples croupissent dans la misère. Votre réaction comme acteur politique de la diaspora, parce que vous êtes de la diaspora. Messieurs les journalistes, Pasteur Bobo, quand je parle de cette affaire, il faut revenir en arrière. Revenir en arrière, c'est-à-dire de voir un peu l'historique de notre combat. Pendant longtemps, nous dénoncions ces systèmes mafieux érigés en mode de fonctionnement dans notre pays. Kabila lui-même, il avait porté plainte contre sa propre gestion. Il avait porté plainte contre X pour fraude fiscale, pour corruption. Et tout le monde le sait. Et l'image du pays en pâtit. Après cela, il y a eu M. Luzolo Bambi, qui est son conseiller spécial en matière de fraude fiscale, contre la corruption, contre l'évasion fiscale, contre le banditisme financier. Il avait déclaré au mois de mai 2015 qu'il y a au moins 15 milliards de dollars qui s'évanouissent dans la nature pour des raisons de fraude fiscale. Ce pays, c'est un non-État. Vous allez vous rappeler qu'il y a eu aussi une commission d'experts conduite par l'ancien chef de l'État sud-africain, M. Thabo Mbeki, qui est venu à Kinshasa pour essayer un peu d'analyser, d'approfondir, de voir, de regarder de très près la traçabilité de la vente, la traçabilité, la transparence de la vente des matières premières congolaises. Et le bilan de son séjour et la conclusion de son rapport ne pouvaient que nous rendre malades. Pourquoi? Parce qu'il y a
85% des matières premières congolaises qui s'évanouissent dans la nature, qui sont exportées, sont passées par des circuits normaux. Alors, qui sont des détenteurs? Qui sont les profiteurs de cette vente illicite? Qui sont des profiteurs de cette contrebande? Ce sont des gens aujourd'hui qu'on cite dans l'affaire de Panama Papers. Il s'agit de l'évasion fiscale. Ce sont des inciviques. Ils ont créé des sociétés écrans avec de l'argent sale pour rendre cet argent propre. Quelle est l'origine de cet argent? D'où provient cet argent? C'est de la criminalité financière, de la criminalité économico-financière. Ça vient de la corruption, ça vient de fraude fiscale, ça vient du banditisme financier, ça vient de la contrebande. C'est ça, ça vient de là. Et aujourd'hui, ça ne m'étonne pas qu'on puisse citer les noms des gens. La moindre des choses, moralement, monsieur le journaliste, des gens qu'on a cités dans ces rapports, c'est de faire un pas de côté. Même des menaces, la mère même des menaces, si vous osez toucher, citer les noms de gens comme Jeannette Kabila, vous êtes poursuivi par la justice. Mais vous savez, Mende, il a l'art de minimiser les choses. Il doit savoir que cette affaire est très grave. C'est le dessein même d'un État voyou. Ça suppose que le Congo, dont les richesses sont pillées, est un État sans maître, un État voyou, bandit. Et il faut faire attention, parce qu'il y a même de l'uranium qui est vendu. Et l'uranium est vendu de cette façon-là. C'est une menace pour la sécurité internationale. Et ce sont des choses graves. Et même s'il se limite seulement à dire que voilà, j'ai parlé, il s'investit même le pouvoir d'être le procureur de la République, un agent du parquet, pour dire que j'ai parlé avec ces gens-là, dont les noms sont cités, mais ils m'ont dit qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Est-ce que c'est Bende qui doit ouvrir l'enquête en la matière? Mais le parquet est là. On le suit, nous sommes avec vous, on le suit, nous sommes presque à la fin. Mais est-ce qu'un candidat de la diaspora peut faire l'affaire au Congo? On dit de la fiction ou c'est une réalité? On voit beaucoup de candidats de l'extérieur, de l'étranger qui prétendent à la magistrature suprême dans notre pays. Fiction ou réalité? Vous savez, moi j'ai toujours du mal à comprendre ceux qui font la différence. C'est comme si dans le chef des Congolais, il y a des catégories de Congolais, de l'intérieur, de l'extérieur, mais ils sont tous des Congolais. Ce sont des Congolais. Il y en a qui sont à l'intérieur, qui ont fait le travail à l'intérieur pour anéantir, pour essayer d'amoindrir la puissance tyrannique. Mais il y a aussi des acteurs de l'extérieur. Moi, j'aimerais qu'on dise qu'il y a des acteurs intérieurs, il y a aussi des acteurs
extérieurs. Et nous, nous faisons partie des acteurs extérieurs. Nous avons mené un combat difficile dans les salons diplomatiques. Nous avons mené un combat difficile pour rentrer dans des cercles fermés, ouvrir les portes, pour dire que ça suffit, cette fois-ci, c'est le Congolais qui doit gérer ce pays. Et les Congolais, le peuple congolais, le souverain primaire, c'est lui qui va se réapproprier son destin. Nous sommes tous des Congolais. Il ne faut pas qu'on fasse la différence entre ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. Pour terminer, vous prenez le soulèvement populaire. Au cas où il y a soulèvement populaire qui prend le pouvoir, ça se passe comment? Et si c'est vous qui prenez le pouvoir, quelles sont les mesures que vous allez prendre? Est-ce que vous allez faire table rase? Comment allez-vous faire? Vous allez nettoyer, pour ne pas paraphraser Nicolas Sarkozy au cachère, ça serait comment? Vous prenez le pouvoir pour un soulèvement populaire. L'évidence, c'est que le soulèvement populaire aura lieu. Il faut voir la machination de la majorité présidentielle qui essaye de retarder ce soulèvement populaire, mais il aura bel et bien lieu. À partir de là, moi je conjugue Kabila maintenant au passé. C'est un homme du passé. Un homme du passé, et maintenant il faut envisager l'avenir, le devenir du peuple congolais sans Kabila. La période post-Kabila aura lieu, mais nous allons faire un assainissement qui doit se faire dans tous les secteurs de la vie nationale. Il faut passer, s'il faut utiliser, appliquer les karchers à haute pression pour nettoyer l'environnement d'abord politique, on le fera. Deuxième chose, tout le monde conviendra avec moi pour dire que pendant un temps, on nous a bernés dans cet espace politique des belligérants, et les accords de Sun City avaient consacré les belligérants comme étant des sauveurs de la nation. Mais avec le temps, nous constatons que ces belligérants sont vraiment des obstacles. Ce sont des véritables obstacles pour le devenir du Congo. Par conséquent, nous nous suggérons que tous ceux qui ont le sang du Congolais entre les mains, dans les mains, le sang du Congolais, ceux qui avaient occasionné des rébellions, puissent faire un pas de côté, quitter la reine politique. Que les gens normaux puissent reprendre les choses en main pour que le Congo de demain, pour que le peuple congolais puisse retrouver sa dignité humaine. Et ce n'est pas un belligérant, un bourreau qui viendra cicatriser les blessures de ses victimes. Il faut quelqu'un qui sort de ces carcans des belligérants, qui viendra vers le peuple pour cicatriser ses blessures. Merci beaucoup. C'était votre mot de la fin. Quelqu'un qui n'a pas participé aux différentes rébellions, mais quelqu'un qui soit de l'extérieur ou vraiment qui n'a pas participé pour cicatriser. Merci. À la prochaine. À la prochaine, Pasteur Popo. Merci.